être une relation plus ou moins sur ce qu'on appelle l'économie politique, donc c'est pas la chose la plus réjouissante du monde. On va essayer de la garder dans un espace temporel un peu limité, donc je m'excuse parce qu'on ne pourra pas rentrer à fond dans tous les sujets. Le but, c'est de donner un cadre général dans lequel d'ailleurs on ne doit pas devenir des traders où on va en bourse et on gagne, et là ça y est, on a trouvé la façon de changer nos vies, mais c'est en tant que militant où on regarde, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Est-ce que ça, c'est adapté au cadre qu'on se trouve aujourd'hui en face? Bon, l'économie aujourd'hui, ça domine nos vies, ça domine nos vies de tous les points de vue, par rapport au travail, par rapport à ce qu'on nous dit. On a des grands mots qui sont toujours là, la finance, la dette publique, le truc, qui nous sont présentés par contre par l'analyse bourgeoise comme des choses qui sont divisées entre eux. Non, il y a la finance, il y a la dette publique, il y a la production, il y a les marchandises. Et on ne comprend plus c'est quoi qui est relié à quoi, et on dirait presque que ce sont des mondes qui marchent chacun avec ses lois et chacun pour soi et Dieu pour tous, et peut-être même en contradiction. Pour la théorie marxisme et du coup notre école, tout ce genre de parcours a été déjà résolu. Du coup, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ce n'est pas de nouvelles découvertes. Il n'y aura pas, on a découvert l'eau chaude, non, ce sont quelque chose que ça fait déjà plus que 150 ans qu'on entend, mais que peut-être il faut qu'il soit revu du point de vue de la proportion. Et de là, probablement aussi, cette grosse crise politique que la gauche est en train de traverser, et l'impossibilité de revoir le monde à travers des nouvelles lunettes qui nous mettent vraiment au centre ce qui sont les points fondamentaux aujourd'hui. En me raccrochant du coup à ce qui c'est notre théorie, que c'est la théorie marxisme, si on dit qu'il explique ce monde, on va dire qu'il n'y a pas contradiction dans tout ce mot que j'ai cité jusqu'à maintenant. De la production marchande juste à la finance spéculative, qui amène à ce que nous, aujourd'hui, on reprend ce mot par Lénine et pas que, on appelle le parasitisme. C'est sur ce concept que cette relation, surtout, il va se focaliser. Avant d'arriver au parasitisme, que c'est déjà présent à l'intérieur de l'impérialisme de Lénine, donc ça date de plus que 100 ans qu'à nos jours, était déjà un phénomène présent. Lui, il lui en dédie juste un paragraphe pour faire un exemple. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on pourrait faire l'inverse. On dédierait peut-être un chapitre à l'impérialisme et un livre entier au parasitisme. Pour en arriver là, on part du début. On va voir rapidement c'est quoi la situation du capitalisme mondial si on va dire que la loi fondamentale découverte par Marx dans le capitalisme aujourd'hui, elle est toujours valable. C'est quoi la grosse introduction de Marx dans tout ça? Comme on le sait, c'est l'extraction de plus-value et du coup la chute tendancielle du taux de profit. Cette chute tendancielle du taux de profit qui est due à l'explosion des moyens de production et l'augmentation de la composition organique des sociétés à capitalisme mature. Là aussi, désolé d'ouvrir toutes ces parenthèses, mais comme ces séminaires, ils ont été pensés internes, externes, et il y a un peu un historique, donc il y a les concepts fondamentaux qui avaient été déjà repris par d'autres relations, ça ne va pas être fait dans cette là aujourd'hui. Bon, ça veut dire qu'on produit de plus en plus, que toute cette marchandise n'a pas la possibilité d'être évacuée, chose qui donne lieu à des crises de surproduction. Ces concepts ont déjà été analysés très en profondeur par Marx et par Lénine à la suite. Cette loi, elle est, on va dire, l'ossature, le squelette sur lequel se pose la société capitaliste, et cette loi elle a été validée dans les années même par les données empiriques. On doit s'appuyer sur des données qui viennent de l'économie bourgeoise, donc qui ne représentent pas exactement la même chose au niveau de l'économie marxiste, mais on va faire un effort pour les rendre compréhensibles. Du coup, on va faire des simplifications. Là, on voit un graphique qui va du 63 à 2007, où en partant évidemment d'un taux absolument
élevée. On assiste à des chutes improvises et à des moments où aussi ça remonte, ça toujours en ligne avec la théorie marxiste qui voit comme ça, comme la chute tendancielle, c'est sûrement une tendance historique, mais comme au même moment, ils sont aussi mis en place des mécanismes qui peuvent absolument la remonter pour certaines périodes. Je découvre le chaud, et qu'aujourd'hui, ça confirme la tendance avec de hauts et des bas. En gros, on a des chutes. Là, on voit un cadre qui prend un espace temporel encore plus important, donc on va de 1869 à 2007, et là, pareil, avec des hauts et des bas, et même des très hauts et des très bas, moyennement, la ligne, elle est descendante. La même chose, ça c'est juste pour les pays qui font partie du G20 par exemple, on retrouve la même andature dans tous ces graphiques. Si on veut aller un peu plus dans le particulier, on peut aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des marchandises, au niveau global. Pour nous faciliter la vie, au lieu de prendre la balance commerciale mondiale, chose que peut-être on pourrait aussi faire, on va analyser qu'est-ce que ça se... Bon, on va regarder un peu rapidement qu'est-ce qui se passe en Chine. La Chine aujourd'hui, volcan de la production, donc un des pays qui produit absolument plus que les autres au niveau mondial, et on va voir les prix. On sait pertinemment que les prix ne correspondent pas à la valeur qui est à l'intérieur des marchandises, mais on va essayer de faire une abstraction, et c'est, comme je disais tout à l'heure, un des index bourgeois qui nous permettent de valider notre théorie. Donc, on voit là plusieurs courbes. Là, on a les prix industriels en noir, foncé, c'est cette courbe-là qui ne bouge pas trop, qui voit une petite rehausse autour du 2020, et après, à nouveau, une rechute encore plus importante à nos jours depuis 2 ans. Tous ces index, ils vont être partiellement altérés, partiellement modifiés, comme on peut s'attendre dans la période Covid et post-Covid. Période qui a amené des sous-coûts au niveau de l'économie internationale et de la circulation de marchandises, comme tout le monde a pu voir aussi sur sa propre vie, non? Les confinements, l'impossibilité de faire bouger des marchandises, la création de certains mécanismes d'entonnoir, de ce qu'on appelle les coups de bouteille. Non, c'est-à-dire une production qui aujourd'hui elle est fondamentalement basée sur un système qu'on appelle de just-in-time, c'est-à-dire un procès qui ne voit plus de grands stocks comme ça pouvait être il y a 60-70 ans, mais un système qui voit une circulation continue de la marchandise et des entrepôts qui ne permettent pas de stocker une quantité de marchandises énorme. Du coup, la période des confinements, ça a amené à le fait que par moment, ce système a donné après vie à ces pics qu'on voit là, par exemple. Là, le même procès, si peut-être temporairement un petit peu décalé, on le voit aussi sur les prix à la consommation. C'est assez intéressant de voir ces courbes, qu'est-ce qu'ils font au niveau de la Chine, parce que la Chine, c'est un pays qui a maintenu une inflation plutôt neutre pendant la période Covid, à différence des autres pays à capitalisme avancé. Qui ont vachement altéré. Par contre, si on voit on va dire les mêmes données sur les pays à capitalisme avancé, on a des sous-coûts beaucoup plus violentes dues à l'introduction de cette inflation qui a aujourd'hui ces nouvelles de nos jours. Ils sont tout contents parce qu'on est finalement arrivé à l'ABC. Non, la France, il s'atteste aujourd'hui sur l'1,9, l'Europe sur le 2,1. Et du coup, on ne voit plus les toits du 5-6 qu'on avait vu auparavant. Un autre index, toujours chinois, qui peut nous aider, ce sont les exportations et les importations. Pareil, toutes les courbes que je vais vous montrer, plus ou moins, ils ont une chute verticale. Là, pareil, ça c'est entre l'année 2021 et l'année 2023.
On a encore à aujourd'hui, une c'est l'importation, l'autre c'est l'exportation. Bon, peu importe qui et qui, hein, ils vont toutes les deux dans la même direction. Bon, ça, ce sont des comparaisons, etc. Voilà, on peut regarder toujours en Chine, toujours au camp de la production, qu'est-ce qui ont été les profits pour les sociétés qui soient étrangères, d'État ou privées à l'intérieur de la Chine, toujours de 2020 à 2023. Eh bien, si on voit un petit pic toujours dû au même mécanisme qu'on a décrit tout à l'heure en 2021, donc suite à la crise Covid, ben, à aujourd'hui, on se retrouve même dans des taux qui sont absolument négatifs. Donc si la croissance auparavant, elle était minimale, là, on descend carrément. Outre à faire ça et dernier index chinois, si on veut vraiment aussi là se relier à ce qui est là, que ce sont les nouvelles de nos jours, c'est le prix, la variation de prix par an sur l'immobilier en Chine. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que tout le monde a lu ce qui se passe c'est récemment, c'est-à-dire la partielle faillite de ce monstre agrégé chinois qui est Evergrande, qui a déclaré faillite près le tribunal de New York, qui n'a pas fait faillite complètement, mais pour lequel le marché immobilier, c'était une des plus grosses branches d'intervention dans l'économie. On voit là aussi qu'il y a une chute absolument verticale. On peut faire le même jeu en allant regardant les marchandises. Hein. On va se focaliser par exemple sur l'énergie. Donc par exemple le pétrole et le gaz. Si aujourd'hui le pétrole, on sait bien que la production du pétrole, elle est conduite selon des accords internationaux, c'est-à-dire qu'on ne produit pas autant de pétrole qu'on pourrait, parce qu'autrement le prix chuterait énormément sur tous les marchés, mais la production de pétrole doit être contrôlée, ça se joue depuis des années et des années. Malgré ces genres d'ajustements, aujourd'hui, on arrive à une estimation que, en fait, c'est trop petit. Ben, je suis désolée si c'est trop petit, mais voilà. Là, on voit deux courbes. Ça, c'est ce qu'on va gagner. Ce que ça coûte effectivement, ça, ce sont les projections sur ce qu'il va gagner. En fait, il y a tout ce décalage dans le pétrole, non? En fait, il faudrait que les courbes soient renversées. Hein. Ce que ça coûte et ce qu'on s'imagine de gagner, il faudrait qu'ils soient en haut. On a donc même des mécanismes de contrôle sur la production qui n'arrivent plus à combler ce détail. Les autres types de marchandises, ils vont en contre à ce style de mécanisme. Prenons encore ce qui est fondamental pour la survie de l'être humain sur Terre, c'est-à-dire l'alimentaire. Faisons un exemple pour ce qui concerne les céréales. Un des plus gros producteurs céréaliers au monde, ça reste aujourd'hui la Russie, qui a battu tout record de recueil l'année dernière, en l'année 2022-2023, avec un 23% de plus de blé par rapport aux 5 ans précédents. Tellement ce blé, il était en plus, il a pu en donner de façon gratuite entre 25 000 à 50 000 tonnes à beaucoup de pays du Centrafrique, entre autres le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l'Érythrée. La production céréalière, elle va dans le même sens, soit au niveau européen, soit au niveau des États-Unis. Pour cette année, on s'attend à une production qu'elle ne sera pas si monstre, mais elle va quand même être sûrement en positif et elle va dépasser toutes les attentes précédentes.
J'ai conclu sur cette partie avec quelque chose d'absolument récent et que je pense que ça fait vraiment une synthèse, ça synthétise vraiment bien cette partie. Dans la même journée, dans Les Échos, du coup, un des plus importants journaux économiques français, on retrouve deux articles. Deux articles qui concernent les voitures électriques. Alors, d'un côté, ça nous présente un article qui nous dit que la Chine, elle a déjà produit, elle a une capacité productive de voitures électriques, elle a déjà produit 25 millions de voitures électriques qui ne trouvent pas de débouche sur le marché. Chose que, par exemple, on peut voir bien dans les entrepôts des ports du nord d'Europe comme Rotterdam. Il y a des centaines de kilomètres carrés occupés par des voitures chinoises depuis 2 ans et demi qui n'arrivent pas à être sorties de là. Et dans le même numéro, il y a un opinionniste bourgeois qui dit que l'Europe, il doit se mettre en condition de créer sa propre industrie pour produire des voitures électriques et pour pouvoir satisfaire la demande interne de l'économie européenne. Attention, tout ça dans un cadre où c'est fait pour apparemment des raisons écologiques, non? Donc là, on atteint vraiment un niveau, et il ne faut même pas aller chercher, hein, vous ouvrez et c'est carrément dans la même page. Toutes ces données, si on veut les rassembler, ils doivent être lus avec des lunettes de la théorie marxiste, ils confirment complètement ce qu'on disait au début. Du coup, cette tendance à la chute du taux de profit et à cette surproduction avec une accumulation de marchandises qui n'arrive pas à être évacué. Ça a été vrai depuis le début. Hein. Ces mécanismes, ils sont très bien décrits par Marx, on n'a pas besoin d'en revenir dessus. Qu'est-ce que ça engendre, tout ce mécanisme? Comment en arriver aujourd'hui à cette finance parasitaire qui nous occupe tout angle de la vie? Si d'un côté il y a une production de valeur, de l'autre côté il y a une production de liquidité. Il y a du coup la nécessité aussi de accomplir des mécanismes d'accumulation de capital et de value. L'accumulation de l'argent, l'accumulation d'un capital monétaire dépasse énormément l'accumulation de la valeur. C'est là qui entre en jeu le mécanisme financier. Lui et tous les acteurs qui aujourd'hui ils sont dans la vie commune de tout le monde, donc l'existence, les banques, toutes les organisations financières internationales, les assurances, etc. Cette grande masse du coup, en ayant d'un côté, on a cette chute tendancielle de taux de profit. Ça veut dire que la valeur circulante au monde, même si ça augmente en termes absolus, en termes relatifs, ça diminue. Il y a donc cette accumulation monétaire énorme de l'autre côté. Il faut trouver la façon de valoriser toute cette accumulation monétaire qui est évidemment produite par les banques à un premier moment. Dans ces mécanismes, on ne voit pas vraiment une contradiction. C'est-à-dire que toutes les théories qui sont ça aussi très anciennes et sur lesquelles de mouvements de masse et politiques dans le XXe siècle, ils ont aussi construit leurs théories, non, comme s'il y avait cet affrontement entre un capital productif industriel et un capital financier. En réalité, ces deux corps, ils ne sont absolument pas détachés, mais ils sont absolument entremêlés, et même c'est la bonne santé du capitalisme qui fait en sorte, la bonne santé, c'est le mécanisme, du fonctionnement du capitalisme qui engendre la production de la finance. C'est absolument nécessaire de valoriser cet argent, donc de passer d'un mécanisme que c'est argent, marchandise, delta, à un mécanisme que c'est juste argent,
argent delta, du coup, à une croissance exponentielle de cet argent. On ne va pas rentrer dans l'explication de la théorie de la monnaie trop complexe et trop longue à aujourd'hui, donc certaines assertions, certaines déclarations, ils vont être prises pour telles qu'ils sont. Du coup, cet argent, on est là qu'il doit être valorisé. La valorisation de cet argent, ça se fait déjà au temps de Lénine de façon très étendue, et ça se faisait déjà au temps de Marx. Marx, dans le 3e livre du Capital, vous pouvez retrouver plein de passages qui vont expliquer ce qui se passe en 1847, cette demande de liquidité sur les marchés, par quoi elle est engendrée, etc. Et dans Lénine, c'est déjà un mécanisme qui l'explique de façon très mûre. On en est du coup déjà à la dernière phase du procès capitalisme que après une exportation de marchandises des pays à capitalisme plus avancé vers des pays à capitalisme moins avancé, ça se transforme dans une exportation de capitaux à l'étranger et du coup à une vampirisation de la plus-value produite dans ces pays. Là, j'introduis rapidement le concept d'inégalité. C'est clair que tout ce mécanisme peut rester debout que si dans le monde on retrouve des inégalités, c'est-à-dire un développement capitaliste qui n'est pas les mêmes à tous les angles du globe. Et ça reste vrai et encore plus vrai aujourd'hui. Cet pillage de la plus-value et de la liquidité qui vient des pays moins développés du point de vue capitalisme se repose en grande partie sur la différence de composition de la société en capital constant, c'est-à-dire en technologies qui sont utilisées. Pour simplifier ce type pour revenir aux données bourgeoises qu'on disait tout à l'heure, on va faire un exemple. Qu'est-ce qui gagne un ouvrier de la manufacture en Chine? Aujourd'hui, on est plus ou moins sur, et je suis quand même haute sur les $3 de l'heure, rapporté à ce qu'il gagne un ouvrier de la manufacture américaine, il gagne autour de $35. On va comprendre que dans ce delta, il y a une grosse capacité d'extraction de plus-value et de liquidité. Quoi faire aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'on en est toujours au point de Lénine? Ça, c'est sûr. Tous ces mécanismes, d'ailleurs, il ne faut pas se les imaginer comme un qui va complètement remplacer l'autre, mais en fait, ils sont tous présents au même moment. Ce qui compte aujourd'hui, c'est voir l'ampleur que chaque mécanisme et quel type de conséquences ça amène dans la modification de nos sociétés et quel impact il a sur la classe que tant nous intéresse. À aujourd'hui, s'il y a toujours une exportation de capital, et ça c'est vrai depuis longtemps, on a assisté dans les derniers 50 ans quand même à une espèce de boucle faite par le système. L'ouverture d'un marché global qui s'avère après la chute du mur en 89 et la possibilité de englober d'autres parties du monde à l'intérieur de ce mécanisme fait énormément grandir tout le mécanisme financier. Tant que, aujourd'hui, la plus grosse puissance mondiale, comme on sait tous, c'est les États-Unis, n'a même pas jamais eu le besoin de s'imposer d'une façon coloniale comme on la connaissait au début, avec une présence massive dans d'autres pays. Mais il a tiré toute cette plus-value simplement en amenant des capitaux à droite et à gauche, tant qu'il a pu sembler
si on regarde l'histoire, qu'en partie, qu'il y avait comme une espèce de impérialisme doux, de façon douce et pas violente et guerrière, pour attirer ces masses vers sa propre société. Et là, on va arriver au sujet d'aujourd'hui, plus central. Toute cette masse financière et du coup toute cette création d'argent par l'argent amène à ce que déjà Lénine et même des analystes bourgeois de l'époque avaient dénominé le parasitisme. Le parasitisme, c'est du coup toute une industrie financière et toute une partie de l'économie et une partie de la société qui vit sur le dos de la création de plus-value d'une partie des travailleurs du monde et qu'il ne produit aucune plus-value. Là, je vais vous ennuyer avec une citation pour voir qu'est-ce que déjà c'était possible il y a plus qu'un siècle, s'imaginer d'où elle allait la société. C'est même pas Lénine, c'est Lénine qui cite Hobson, vous la trouvez dans l'impérialisme, cette citation. Et il nous fait un peu un cadre qui est assez évocatif de ce qu'on vit aujourd'hui. Telles sont les possibilités que nous offre une plus large alliance des États occidentaux, une fédération européenne des grandes puissances. Loin de faire avancer la civilisation universelle, elle pourrait signifier un immense danger de parasitisme occidental, aboutissant à constituer un groupe à part de nations industrielles avancées, dont la classe supérieure recevrait un énorme tribut de l'Asie et de l'Afrique et entretiendrait à l'aide de ces tribus des grandes masses domestiques d'employés et de serviteurs, non plus occupés à produire en grande quantité des produits agricoles et industriels, mais rendant des services privés ou accomplissant sous le contrôle de la nouvelle aristocratie financière des travaux industriels de second ordre. Que ceux qui sont prêts à tourner le dos à cette théorie, il aurait fallu dire à cette perspective, comme ne mérite pas d'être examinés, méditent sur les conditions économiques et sociales des régions de l'Angleterre méridionale actuelle, qui en sont déjà arrivées à cette situation, qui réfléchissent à l'extension considérable que pourrait prendre ce système si la Chine était soumise au contrôle économique de semblables groupes de financiers, des placeurs de capitaux, les rentiers, de leurs fonctionnaires politiques et de leurs employés de commerce et de l'industrie, qui drainent les profits des plus grands réservoirs potentiels que le monde ait jamais connus, afin de les consommer en Europe. Certes, la situation est trop complexe et les jeux de force mondiales trop difficiles à escompter pour que la dite ou quelque autre prévision que l'avenir dans une seule direction puisse être considérée comme la plus probable. Mais les influences qui régissent à l'heure actuelle l'impérialisme de l'Europe occidentale s'orientent dans cette direction. Et si elles ne rencontrent pas de résistance, si elles ne sont pas détournées d'un autre côté, c'est dans ce sens qu'elles joueront. L'autre a parfaitement raison, rajoute Lénine, si les forces de l'impérialisme ne rencontrent pas de résistance, elles aboutiraient précisément à ce résultat. La signification des États d'Europe dans la situation actuelle impérialiste a été ici très justement caractérisée. Il a fallu seulement ajouter qu'à l'intérieur du mouvement ouvrier également, les opportunistes momentanément vainqueurs dans la plupart des pays jouent avec système et continuité précisément dans ce sens. Là, on a un peu un cadre, non? Il nous présente cette aristocratie financière, plein de serviteurs autour, qui font des travails parasitaires et qui les servent. Il nous parle des États-Unis d'Europe. On a aujourd'hui en Europe unie. Si on échange avec les États-Unis d'Amérique, on a probablement un cadre qui nous parle assez clairement. Aujourd'hui, ça se joue donc dans quoi? C'est quoi l'accélération? C'est la possibilité de récupérer toute cette liquidité et de l'introduire directement dans des mécanismes financiers.
De là, on comprendre comme ce qui est devenu aujourd'hui l'industrie financière, elle a la nécessité de mettre à point des mécanismes qui sont de plus en plus sophistiqués pour pouvoir piller toute cette liquidité et du coup à la base toute cette plus-value pour pouvoir maintenir son état de parasitisme et le parasitisme interne à son pays. On comprend bien que si tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une masse de plus-value, que même si au niveau absolu elle est de plus en plus grande, mais qu'au niveau relatif elle est de plus en plus petite, que le marché mondial a inclus quasiment tous les pays du monde à différentes échelles dans ce type de mécanisme, et que du coup il est en train aussi de permettre à certains pays de devenir les soi-disant puissances émergentes, non? Ce qu'on appelle les nouveaux puissances émergentes, comme on peut avoir en Amérique latine, comme on peut voir en Asie, comme on peut voir peut-être à des niveaux un peu moins importants, mais quand même présents en Afrique. Et du coup, comme cette lutte pour s'accaparer cette peu de plus-value devient de plus en plus forte. Et comme d'ailleurs, ça a un poids aussi pour pouvoir gérer tous les masses de prolétaires qui vivent à l'intérieur des puissances impérialistes sénescentes, vieillissantes. Pour comprendre quelle ampleur ça peut être, si d'un point de vue international peut-être c'est plus clair et comment on en parle, même si on va quand même dire quelque chose tout à l'heure et on va un peu en revenir. On va voir qu'est-ce que ça a été la modification du marché du travail toujours aux États-Unis. On va prendre les États-Unis parce que c'est évidemment la nation qui présente ces mécanismes de façon la plus poussée, mais on peut s'imaginer que toutes les puissances impérialistes mondiales suivent le même chemin, mais à leur échelle. Dans les derniers 10 et 20 ans. Aux États-Unis, qui présentent environ 130 millions de personnes occupées à aujourd'hui, on voit déjà en absolu un taux le nombre de postes de travail augmente de façon assez faible. Tous les 10 ans, on peut dire qu'on a une 0,7% d'augmentation de postes de travail, donc absolument réduit. On va voir en premier du coup la production. En 2006, par rapport par exemple à 99, on assiste à la présence de autour de 8 500 000 travailleurs dans la production, à front de 12 600 000 en 99. Ça veut dire en 12 ans une perte du 33%. En gros, du 2012 à aujourd'hui, on a eu même une hausse. Ce 33, il se transforme en un 36-37. Si on va voir les secteurs, tout ça est confirmé. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui en subissent plus les conséquences. Le premier, c'est le textile. En seuls 10 ans, le textile perd le 60% de ses employés. La métallurgie perd le 35%. Les transports perdent le 10%. À l'intérieur de la construction, on a même les travailleurs qualifiés qui perdent, les charpentiers, les électriciens, on est autour de 20%. Les employés du tout le secteur industriel, ils perdent le 17% de leurs employés. Et tout derrière, hein, même les cadres, les managers, les machins. Ce sont quoi les secteurs qui gagnent par contre? Secteur sanitaire, on assiste à un plus 25% tous les 10 ans. Secteur secteur de la restauration, il assiste à environ à un 16-20% tous les 10 ans. Les serveurs, à l'intérieur du secteur de la restauration, ils représentent le 35% du secteur. Dans la santé aujourd'hui dans les États-Unis, elle emploie 7,5 millions de personnes. C'est-à-dire 1 million de plus tous les 12 ans. Et là-dedans, on ne met même pas les travailleurs à domicile qui sont insérés dans le secteur des services.
Toujours pareil, on a des données qui sont agglomérées. Donc, ce qu'on appelle le personal care, on peut y mettre aussi le divertissement à l'intérieur. Ça, c'est un secteur qui est monté à 3 600 000 personnes avec, dans les derniers 10 ans, une augmentation de 1 100 000, c'est-à-dire le 41%. Derrière, on peut suivre tout ce qui est recherche et développement informatique, 3 400 000 personnes, c'est-à-dire une augmentation de 30% tous les 10 ans. Les services sociaux, 2 millions de personnes, une augmentation du 34%. Et tout le secteur financier a aujourd'hui, elle emploie 7 millions de personnes avec une croissance du 42% tous les 10 ans. On se rend extrêmement bien compte avec ces données et je peux vous assurer que les puissances européennes suivent évidemment à leur échelle, comme cette masse de travailleurs, elle devient si importante et elle devient si importante, et comme les mécanismes financiers mettent en relation cette masse de travailleurs à l'intérieur des pays qui sont sénescentes au niveau capitaliste avec ce qui se passe pour la classe dans les pays émergentes ou qui vivent de rente ou qui sont plus au bord mais qui essayent de façon très difficile à rentrer dans ce type de mécanisme. De là, on comprend plein de facteurs. On comprend les facteurs qui nous reposent sur l'actualité quotidienne. On est aujourd'hui à 2 mois des élections dans les États-Unis, grande campagne électorale. Un des arguments les plus présents dans cette campagne électorale, c'est la relation avec la Chine. Un pays qui, selon ce chemin, il rentre dans ce qui est une puissante impérialiste émergente, mais qui n'a pas encore mis à point tout ce mécanisme financier extrêmement sophistiqué. Si c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, et l'autre donnée, très importante qui émerge aujourd'hui, c'est la crise de ce qu'on appelle la dette publique. Dans ce mécanisme financier, tous les acteurs ils s'entremêlent. Si c'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont complètement privés, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les multinationales, les anciens trusts transformés, non? Le mécanisme du monopole, déjà très bien décrit par Lénine, qui émerge de façon claire. Derrière à ce monopole, il est absolument nécessaire pour tout ce qu'on a dit encore jusqu'à maintenant, la présence des organismes d'État. Pourquoi? Parce qu'on parle de monnaie. Et ça, c'est qui contrôle la monnaie aujourd'hui? Ce sont toujours les États. Donc l'émission de monnaie à l'intérieur des marchés financiers, il est toujours contrôlé par les États. Et tous ces mécanismes financiers, il faut qu'ils soient soutenus par les États. La crise de la dette publique et cette alarme de dette publique qu'aujourd'hui elle est présente dans tous les capitalismes impérialisme avancé. Pas derrière la France, si on veut ouvrir une petite parenthèse, on se retrouve dans un pays que pour la première fois, il se retrouve la fameuse dette publique qui a été déclassée et qui ne correspond plus aux paramètres donnés par l'Europe. Cet effondrement cet énorme gouffre monétaire qui ouvre la dette publique, ça peut être compris qu'à l'intérieur de ces mécanismes. Les États, ils sont obligés périodiquement à injecter de la liquidité à l'intérieur des marchés financiers pour pouvoir combler les crises d'extraction de plus-value qui émergent.
Du coup, ils injectent de la liquidité qui va à son tour refinancer des spéculations financières, du coup des spéculations qui engendrent de l'argent par de l'argent et qui ne font qu'agrandir le mécanisme. La dette publique, donc cette crise de dette publique, en fait, c'est un de ces symptômes de la crise du parasitisme. On va à nouveau reprendre les États-Unis. La dette publique aux États-Unis représente à aujourd'hui 34 000 milliards de dollars et au niveau global, ça représente plus que le 30% de la dette globale mondiale. Il faut toujours, quand on parle de ce type de données, ne jamais la prendre juste pour ce qu'elle a. On ne peut pas comparer des dettes publiques de pays qui ne sont pas au même niveau de développement, qui n'ont pas la même taille et qui n'ont pas la même puissance militaire. Quand on parle d'économie, il ne faut jamais oublier qu'à côté de l'économie, il y a d'autres facteurs de développement socio-économique du pays et du coup, entre autres, leur taille et leur capacité militaire qu'il faut mettre à côté. Autrement, on va se retrouver, et ça, ce sont les absurdes de l'économie, que si on analyse aujourd'hui, par exemple, la balance commerciale des États-Unis, on dirait que les États-Unis, c'est un pays dominé et ce n'est pas un pays dominant. Non. Quand on dit que la dette publique américaine, elle est contrôlée en grosse partie par les Chinois, hein, ben, ça c'est vrai, mais c'est vrai parce que sur le marché mondial, c'est pas qu'elle est contrôlée, c'est que la Chine, elle a été obligée à acheter une partie de la dette américaine, tant que la tendance dans les derniers 10 ans de la part de la Chine, c'est de diminuer ce taux de dette publique, cette partie de dette publique qu'elle possède par rapport aux États-Unis, parce que ça signifie une autonomisation de l'économie chinoise, de l'économie américaine. Ça signifie aussi une majeure émergence, une croissance de l'économie chinoise. Ça signifie du coup une croissance des parties parasitaires à l'intérieur de l'économie chinoise. J'ai fait une parenthèse, peut-être je ne l'ai pas dit tout à l'heure, par rapport à ce terme parasitaire. Quand on parle de parasitaire, c'est toujours relié à la plus-value. Il n'y a aucun jugement moral par rapport au parasitisme. On n'est pas là à rechercher les travailleurs productifs plutôt qu'aux travailleurs parasitaires. La classe, elle se retrouve en face des possibilités de travail, elle les prend telles qu'elles sont. Hein. Ils n'ont aucune responsabilité sur le fait qu'on fait un travail parasitaire plutôt qu'un travail productif. Moi, perso, je suis une infirmière, ben, il n'y a rien de plus parasitaire qu'un infirmier. Qu'est-ce qu'on produit? Non. Pour produire quelque chose, ça voudrait dire qu'on casse des bras pour après faire des plaques. Et à Marseille. Ouais, mais on n'en est pas encore là à casser des bras volontairement. On essaie de soigner ce que ça nous présente. Ça ne veut pas dire que ces travails ne sont pas une utilité au niveau social. Ça ne veut pas dire que ces travailleurs, même, ils ne sont pas soumis à une pression du point de vue du rythme du travail qu'elle monstre et qu'ils ne sont pas soumis à des salaires qui sont extrêmement bas. Etc. Encore plus clair pour les boulots, comme on me dit, à côté de la restauration, encore plus pour des travails qui sont moins qualifiés qu'un infirmier, hein, que ça peut aller de l'aide-soignant à la plonge, plutôt que passer pour des serveurs, etc. Du coup, en revenant à la Chine, voilà, elle essaye de se détacher de ce contrôle de la dette publique. Tant que, je vous fais un autre exemple, ça toujours pour comprendre comme le concept de contradiction tant présent dans la théorie marxiste, il est toujours bien vivant et brillant à aujourd'hui. Ben, la guerre que les États-Unis ont menée au début des années 2000 en Afghanistan et en Irak, ça a été financé malgré eux par la Chine.
en grande partie grâce au fait qu'elle a acheté toute cette dette publique aux États-Unis. Donc la Chine, si d'un point économique, il se retrouve à posséder cette dette et apparemment ça lui amène un contrôle sur l'économie américaine, dans l'autre, ça l'amène involontairement à faire quelque chose qu'on comprend bien que dans les équilibres internationaux, ça n'allait pas l'arranger. Hein. Cette dette n'a pas été vue d'un bon œil. Et d'ailleurs, les États-Unis, toujours, ils sont champions de ce style d'utilisation de leur dette publique. On avait vu ça déjà en 85 avec Reagan, qu'il arrive à financer une nouvelle vague de réarmement américaine à travers la vente de sa dette publique au Japon. Et ça a permis encore une soufflée d'oxygène à l'économie américaine. Donc si on regarde les données pures et dures telles qu'elles sont, sans y mettre dedans tous les autres éléments et voir de quel point de vue ils arrivent, ben, ça c'est sûr qu'on n'y comprend plus rien. En revenant du coup à la dette américaine, on a une dette elle est énorme et une donnée qui ça peut nous donner aussi c'est quoi le déséquilibre et pourquoi on parle du crise du parasitisme, c'est la relation qu'il y a entre la dette et le produit interne brut américain. Donc qu'il y a entre la dette et du coup toute cette masse d'argent qu'elle est foutue dans ces mécanismes financiers qui ne font qu'engendrer de l'argent, que ça atteigne de sommes. Non, moi je vous donne ces sommes, mais en fait, je ne sais pas si on arrive vraiment à les visualiser. Non, je pense que pour nous, au moins pour moi, visualiser ce que c'est 35 000 milliards de dollars, non? Des fois on rigole avec les camarades, on s'imagine un billet de 100, ça fait combien de mètres cubes, tu vois, je ne sais pas, que ça remplit quel genre d'espace. Ça peut engendrer, eh bien, on est autour du 125%. Donc ça veut dire que la dette publique, elle est exposée par rapport à la production interne d'une façon qu'elle est absolument abnorme. Autres données à l'intérieur de la finance nous font comprendre immédiatement c'est quoi. Moyennement, une entreprise, elle est exposée au moins 10 fois ce que c'est sa capitulation, c'est-à-dire tous les capitaux de la société sur le marché financier, il vaut au moins 10 fois. Avec les mécanismes qui vont encore au-delà de la marchandise qui sont produits, parce que sur l'entreprise qui produit effectivement quelque chose, il y a d'autres entreprises qui sont montées, on arrive à des valeurs qui sont 100 fois, 1000 fois, même peut-être 100 000 fois. Ah, plus près, pardon. Du coup, et l'augmentation, elle est exponentielle. On vit à nos jours les dernières 10 années à la suite de la grande récession du 2008 et du coup de la grande bulle des dérivés qui explose aux États-Unis et qui amène les conséquences qu'on a bien vues même à l'intérieur où plein de travailleurs ils ont été frappés de façon hyper violente d'un jour à l'autre. Ben, on a commencé à injecter encore plus de milliards dans ce mécanisme. Hein. Entre 2019 et 2022, la banque, la Fed américaine, elle est arrivée de 3 800 milliards à 9 000 milliards. Donc tous les 3 ans, on triplique cette somme. On va bien comprendre comme, du coup, d'un côté, la pénurie de la plus-value et du coup, cette lutte acharnée pour s'approprier de la plus-value, la présence de pays émergents qui essayent de garder cette plus-value, chose qu'elle essaie de faire aujourd'hui la Chine. Elle essaie de la garder pour pouvoir la réutiliser à l'intérieur de son pays, pour alimenter ses parcours de financiarisation parasitaire. Du coup, ce détachement, le fait qu'il essaie de se détacher de la dette publique, le fait qu'il essaie de se détacher des dollars, c'est clair que ce qui fait la Chine, ça attire d'autres pays autour d'elle, non? La fameuse ligne du mal, non, on a pu le fait qu'il essaye de créer des dépôts du yuan, du renminbi dans d'autres pays, chose que depuis 2013 là aussi on voit monter.
un des premiers pays, par exemple, qui maintenant commence à avoir un dépôt de yuan, chose absolument impensable il y a 30 ans d'années, c'est l'Australie. Hein? L'Australie, c'est le premier pays qui présente des dépôts de yuan. On comprend comme tout ça s'est entremêlé et comme on est lié à des deltas, donc à des croissances qui sont si petite, hein, même si au niveau de milliards, je répète, il nous semble absolument énorme. Et du coup, comme cette lutte, ça devient de plus en plus accru au niveau international. Et comme cette pression aussi, on la retrouve à l'intérieur des pays. Il y a du coup une pression sur la classe à l'intérieur et une pression sur les pays à l'étranger. Je termine cette relation juste avec là juste deux trucs par rapport à tout ça. Je rappelle encore une fois que là on décrit des tendances. Hein. Du coup, ça ne veut pas dire que ce mécanisme, il ne faut pas non plus se faire des panoramas de science-fiction. Ça nous permet de comprendre ce sont quoi les tendances et du coup les tensions, où ils vont et comment ils vont. Et à nous expliquer où on ne va pas attendre que ce système s'effondre tout seul. Ce système, il ne va pas se suicider. Ça, c'est sûr et certain. Il a plein de mécanismes qui permettent de rebondir, de remonter, de stagner, de s'arrêter, de faire un pas en arrière. On a eu même des bourgeoisies nationales qui ont essayé de mettre en place des mécanismes qui bloquent l'économie financière. Chose qui est possible jusqu'à un certain moment et après ça devient plus possible. Mais au niveau du temps historique, au niveau dans la vie des gens, ça représente une énormité. Ce sont des générations entières. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est là. C'est pour ça que là, on parle dans un contexte de communiste. Donc ça, il faut le prendre comme des tendances. C'est clair dans un cadre de ce style, par exemple, que les États-Unis ne vont pas attendre que la Chine arrive à un niveau de parasitisme comparable à celui des États-Unis. Et la lutte pour ce peu de plus-value qui est produit dans le monde, ça sera déjà trop encharné pour en arriver là. Il y a un côté où ça ne sera pas possible pour tout le monde. Dans ce cadre-là, on peut faire une petite parenthèse, mais je vous ennuie vraiment les derniers 3 minutes sur la France, juste parce qu'on habite en France. Et que, voilà, donc ça nous concerne, pas parce qu'on est particulièrement intéressé à ce pays. Je vous remontre des graphiques que vous n'en arriverez pas à voir, mais c'est pas grave. Et qui nous donne un peu le cadre. La France aussi, parce qu'aujourd'hui, peut-être, ça c'est peut-être intéressant, on va dire que dans le panorama des pays à capitalisme avancée sénescente, c'est quand même assez... en fait, il porte toutes ces contradictions d'un coup. Hein. La France s'est vue pleine de crises à plein de niveaux. De nos jours, la crise au niveau international avec la perte d'influence dans les pays historiquement de la Centrafrique, de l'Afrique centrale et de l'Ouest, des problèmes internes qui se manifestent avec des mouvements sociaux qui éclatent, qui perdurent et qui peut-être après disparaissent, mais qui ressortent même comme fruit de ce mal-être qui est exprimé par plusieurs couches de classe, des gilets jaunes jusqu'aux émeutes de l'année dernière et chronique de nos jours à la crise politique que tout le monde est au courant. La France, elle est en train de traverser avec un panorama qui est absolument nouveau, non? Donc la possibilité peut-être que ça se fasse ce fameux gouvernement technique ou quelque chose de semblable, chose qui semblait absolument absurde jusqu'à il y a 2-3 ans même. Hein. Moi je viens de l'Italie, ça me choque pas plus que ça. Nous on a l'habitude. Mais pour la France, effectivement, ça représente une nouveauté. Si on relie tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant à ces faits
qu'il concerne directement la France, ben, je pense que la lecture, elle devient quand même assez simple, non? Donc la perte de puissance internationale, ça ne permet pas de maintenir tout ce mécanisme parasitaire. La classe, elle bouge parce qu'elle sent que sa propre stabilité, elle est entamée. Et tout ça, ça se traduit dans une crise politique qui n'est pas juste de la politique, on va dire, étatique, institutionnelle, mais que voit aussi la réémergence de ce qu'on appelle des mouvements réactionnaires de masse, etc. Donc le cadre sur la France, à savoir que la France représente 1/5 sur le produit interne brut de la zone euro. C'est au niveau de la production, les secteurs de pointe restent l'automobile, l'aérospatial, le ferroviaire, la cosmétique et le bien de luxe. Elle a une force de travail hautement scolarisée. Elle a le plus haut nombre de licenciés en matière scientifique sur 1000 travailleurs. Elle a un secteur des services et du tourisme extrêmement grand. C'est la première étape par tourisme au monde. Ça, on doit dire merci à Paris, je crois. Et elle a des produits agricoles toujours de pointe, bon, le fameux vin et le fromage, de lequel on ne peut pas s'en passer et qu'on exporte dans tout le monde. On est lié main et pied avec un autre pays européen qui c'est bien l'Allemagne. Si on regarde la balance commerciale, le 17% c'est des exportations qu'on fait en Allemagne, les 19% c'est des importations. Ça donne aussi c'est quoi la relation entre ces deux pays. Mais on va voir c'est quoi la croissance du produit interne brut de la France dans les derniers 20 ans. Désolé. Alors là, pareil, hein, je vous remontre plus ou moins ce que c'était les graphiques de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait des données qui étaient agrégées au niveau mondial. Là, on revoit que la France, on avait un 2,4% en 80, on est à 1,06 aujourd'hui. Et la chute, elle est évidemment continuative et il n'y a pas de remontée. Après, on a tous les graphiques, ils vont comme tout à l'heure en descendant. Ça, c'est la croissance des investissements et la stagnation de la productivité. Ça va toujours de 80 à 2020, là. Donc, on a les derniers 40 ans. Pareil, avec des sous-coups, la ligne, elle est extrêmement descendante. Là, ils sont un peu ennuyeux, hein, parce que je vous dis, on regarde pour chaque pays, on va retrouver la même chose. Le taux de profit, pareil, français, on retrouve les mêmes données que tout à l'heure. Voilà, ça, il n'y a pas de nouveauté. Donc la production s'est restreinte, la croissance, elle est au 0,6 comme on a vu tout à l'heure. Les salaires, ils suivent la même donnée. L'inflation, elle est restée élevée. Du coup, toutes les données et le cadre même empirique qu'on se retrouve devant aujourd'hui confirment toutes ces tendances qu'on a décrites au niveau international. Moi, je m'arrête là